Pour commencer, les actualités cinématographiques sont une série de courts-métrages qui se présentaient sous la forme d'un montage d'informations documentaires relatant les faits et événements récents dans les domaines les plus divers, comme la politique, l'économie, la culture, etc. Ces petits films étaient projetés juste avant le long métrage à l'affiche ou dans des lieux dédiés. Elles ont été instaurées fin du 19e, début du 20e avec le débarquement du congrès de photographie à Lyon et ont pris fin dans les années 1980 avec la montée en puissance de l'actualité à la télévision. Dans un premier temps, je montrerai l'origine des actualités cinématographiques, ses censures et ses progrès, puis son fonctionnement et pour finir, sa disparition. Les actualités cinématographiques sont nées de la rencontre de plusieurs personnes qui travaillaient dans le domaine de la création documentaire et constituent aujourd'hui le comité éditorial. Elles suivaient l'élaboration du film dans ses phases d'écriture, de tournage et de montage. Les premiers Français qui sont Alexandre Premiot, qui est né le 9 juillet 1868 à Lyon et décède le 24 décembre 1926 à l'âge de 58 ans à Asnières. Il était de nationalité française et était cadreur, réalisateur, directeur de la photographie. Ensuite, il y a Francis Doublier, qui est né le 11 avril 1878 à Lyon et décède le 2 février 1948 à l'âge de 69 ans à Forlì. Il était de nationalité française. Marius Chapuis, il est né le 30 mai 1878 à Lyon et décède le 16 novembre 1961 à l'âge de 83 ans à Champfromy. Il était de nationalité française. Félix Meslich, il est né le 16 septembre 1801 à Alger et décède le 25 avril 1949 à l'âge de 77 ans à Paris. Il était de nationalité française, il était cadreur, journaliste, réalisateur. Ces 4 personnages parcouraient le monde pour en rapporter des images filmées. Pendant ce temps-là, Georges Méliès, qui est né le 8 décembre 1861 à Paris et décède le 21 janvier 1938 à l'âge de 76 ans à Paris. Il était de nationalité française et était réalisateur, acteur, illusionniste. Lui, donc, il tournait en studio des actualités reconstituées. La concurrence était rude, comme par exemple entre les sociétés Gaumont et Pathé, qui parfois recouraient à des images et reconstitutions non authentiques dans le but de faire du sensationnalisme. C'est en 1909 que paraît le premier hebdomadaire d'actualité filmée, le Pathé Journal, qui sera distribué dans de nombreux pays sous une durée de 35 minutes, traitant souvent des sujets de guerre. Puis, moins de 2 ans après, Gaumont Actualité, Éclair Journal et Eclipse Journal, les concurrents de Pathé, voient le jour. Les actualités cinématographiques connaissent des progrès avec le premier film d'actualité en couleur qui a été tourné en 1918 par Gaumont, qui représente le défilé sur les Champs-Élysées des troupes françaises victorieuses. Par la suite, la société américaine Fox Movieton, qui en 1927 ajoute pour la première fois le son à un reportage, qui filme le premier vol transatlantique de l'aviateur Charles Lindbergh. Et pour finir sur les avancées, il y a en 1932 le journal Gaumont Actualité qui présente les premières actualités commentées. Malgré ces avancées, les actualités cinématographiques connaissent des censures. Ces reportages dérangeaient les autorités militaires. Ils n'acceptaient pas sur les champs de bataille la présence d'opérateurs cinématographiques alors que la Première Guerre mondiale débutait. Durant l'occupation allemande en France, les actualités étaient produites par le gouvernement de Vichy et soumises à la censure allemande. Elles étaient diffusées dans les salles éclairées afin de pouvoir repérer d'éventuels éléments perturbateurs. Donc je vais vous montrer le fonctionnement de ces actualités cinématographiques. Tout d'abord, les maisons d'édition de presse écrite et de presse filmée se rassemblaient, puis tous les documents recueillis étaient montés sous la responsabilité d'un directeur en chef. Les actualités étaient suivies de magazines, de sujets compensés ou publicitaires. Pour finir, de nombreuses copies sont tirées et louées à un tarif établi selon le nombre d'entrées et l'ancienneté des actualités. Les actualités ont un rôle important, en deuxième place après la presse écrite dans la diffusion de l'information en France.
Elle permettait le plus souvent de mettre un visage sur des personnalités politiques de premier plan international, comme Woodrow Wilson, Winston Churchill ou encore Adolf Hitler. Ces actualités permettent de tenir informée la population des nombreux événements nationaux ou mondiaux importants. Pour finir, je vais donc vous parler de la disparition de ces actualités. Malgré l'aide financière de l'État, la disparition est engendrée par l'arrivée de la télévision. La naissance de celle-ci se fait progressivement en 1934. René Barthélemy commence des expérimentations et en 1935, un émetteur installé au sommet de la Tour Eiffel diffusait des programmes réguliers, néanmoins interrompus par la Seconde Guerre mondiale, après laquelle une moyenne de 124 heures par semaine de programmes, ainsi qu'en 1949, le premier journal télévisé présenté par Pierre Sabac précipite la fin des actualités. Pour conclure, après avoir racheté leurs concurrents, les deux derniers journaux, ceux de Gaumont et Pathé, n'éditent plus que les magazines avant de disparaître en 1980, laissant aux historiens 80 années d'archives cinématographiques, à la fois source d'études socio-historiques et films de montage d'un intérêt souvent remarquable pour la population. Ces actualités ont laissé place aujourd'hui aux journaux télévisés. Pour finir sur ces actualités cinématographiques, je vais vous montrer une petite vidéo de Pathé Journal pour que vous compreniez bien à quoi cela ressemblait. France-Angleterre de rugby à 15 à Colombes. Les Français en maillot sombre débordent les Britanniques. Le maréchal Montgomery apprécie la tactique française d'attaque à outrance. Thompson tente de renverser la situation, mais un coup franc est sifflé. La Basui réussit le but. France 3, Angleterre 0. Sur une vigoureuse réplique britannique, une obstruction des tricolores est sanctionnée par un coup franc. Le score est à présent à égalité, 6-6. Les Anglais s'enhardissent. Butterfield essaie de déborder la défense française, mais il se fait plaquer. Thompson est plaqué à son tour par Dupuis. Il tente de botter, mais Pau ramasse la balle et plonge dans l'embut. France 11, Angleterre 6. Sur une nouvelle attaque britannique, une passe de Thompson est interceptée très opportunément. Contre-attaque, la Basui botte à suivre au-dessus des trois quarts anglais. Et Dupuis marque. La France bat l'Angleterre par 14-9. Au stade Coubertin, le troisième challenge Martini au fleuret électrique a été fertile en exploits et en coups de théâtre. Coup de théâtre, l'élimination en demi-finale du chevronné Christian Doriola à droite, succombant de justesse sous les coups du jeune tireur hongrois Fulop. Exploit et coup de théâtre, la remarquable finale au cours de laquelle le même Fulop est littéralement cloué au sol par la fougue du jeune espoir français Roger Closet à droite. On peut dire de ce challenge qu'il fut le triomphe de la jeunesse. Retenez bien ce nom, Closet, il fera parler de lui. Dans la course aux engins téléguidés, les États-Unis marquent de nouveaux points. Ces deux projectiles supersoniques lancés par un même chasseur à réaction partent à la rencontre de la même cible, un avion sans pilote. Les trajectoires des deux engins sont très différentes, mais grâce à leur tête chercheuse, l'un et l'autre atteignent leur but. Par ailleurs, un nouveau projectile intercontinental téléguidé vient d'être expérimenté en Floride. Ces images, prises au ralenti, nous dévoilent dans tous ses détails le lancement de ce bombardier sans pilote appelé Snark, qui au démarrage subit la poussée de réacteurs auxiliaires. Aussitôt leur mission remplie, ces réacteurs se détachent automatiquement. Le Snark vient de battre un record mondial en couvrant sans pilote la distance de 3300 km. Symphonie des rotatives, parfum de l'encre d'imprimerie, explosion du champagne, c'est dans cette ambiance que Michel Morgan a tenu sur les fonds baptismaux un nouveau confrère, le quotidien du soir Le Temps de Paris. Jean Richard était venu voir tomber le numéro 0, dans l'espoir sans doute d'y lire son nom. Et de nombreuses vedettes ont eu la primeur de cette feuille printanière qui s'ajoute au grand arbre de la presse française. À Alger, M. Robert Lacoste, ministre résident, et M. Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées, ont passé en revue la 7e division mécanique rapide qui vient d'être envoyée en renfort en Algérie. La 7e DMR est issue de la brigade Javelot qui fut expérimentée en Allemagne au cours de nombreuses manœuvres.
Cette unité rapide a été considérablement allégée afin qu'elle puisse répondre pleinement aux missions qui lui ont été imparties en Afrique du Nord. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. À Paris, une personne sur 10, peut-être ce Parisien anonyme, est, selon les statistiques, atteinte d'une affection qu'elle ignore. C'est à lui, plus spécialement, que par l'intermédiaire du courrier quotidien, la sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Parisiens, ne négligez pas cette facilité au risque de compromettre votre santé. Prévenir, c'est guérir. À Paris, dans une grande librairie de la rive gauche, une nouvelle encyclopédie consacrée à la montagne a été présentée par l'un de ses auteurs, Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna, à M. Gaston Roux, directeur général de la jeunesse et des sports. Une illustre cordée de collaborateurs a participé à la rédaction de cet ouvrage, dont la montagne aux 1000 visages est à la fois l'inspiratrice et l'héroïne. Venus des quatre coins du monde, 20 jeunes étrangères ont pu, grâce au journal Elle, partir à la découverte de la France et des Français. Après une incursion dans le passé royal, ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Et tout ça, comme la chanson, ça fait d'excellents français. Il était une fois, nous commencerons ainsi comme il se doit ce conte de fées du XXe siècle, dont la première image est un sourire de Grace Kelly au maire de Cannes, venu lui offrir les premières fleurs de l'Europe. Il était une fois, car tout dans cette histoire vraie paraît irréel. Sur un navire nommé Constitution entre son père et sa mère, une jeune princesse lointaine découvre d'un seul regard toute l'étendue de son futur royaume. De ce roc, un bateau blanc s'est détaché, le Deo Juvante, et le prince qui est à son bord s'apprête à enlever sa fiancée en pleine mer. Et c'est l'entrée triomphale de la future dame de Monaco dans ses états. À l'instant même où, suivie du prince régnier, Grace Kelly pose le pied sur le sol monégasque, elle prend possession de son nouveau rôle avec tant d'autorité souriante qu'elle paraît n'en avoir jamais tenu d'autre. Le chapitre premier de ce roman rose touche à sa fin. Au milieu de l'enthousiasme de ses sujets, le prince, dans un rutilant carrosse, conduit sa fiancée au fastueux palais qui sera désormais sa demeure. Mais déjà, avant même que le mariage ait eu lieu, des obligations mondaines incombent au jeune couple. Au Sporting Club de Monte-Carlo, en présence de l'Aga Khan, une grande fête de nuit réunit pour la première fois officiellement Régnier III et Grace Kelly. Ce n'est que le prélude des festivités matrimoniales qui vont faire de Monaco le point de mire du monde entier.